Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Mylène Farmer a sorti en novembre son 12e album studio intitulé L'Emprise. À 61 ans, elle se lance ce mois de juin dans une tournée de 13 concerts dans des stades en France, en Belgique et en Suisse. Tournée annoncée il y a 2 ans et pour laquelle plus de 300 000 places sont parties en quelques semaines en octobre dernier. À l'occasion de cette tournée, Le Parisien propose un magazine hors série chez les marchands de journaux. Mylène, qui es-tu ? Et justement, on va essayer de répondre à cette question aujourd'hui dans Code Source avec 2 journalistes du Parisien, Emmanuel Marolle, le chef du service culture, et Éric Bureau, spécialiste musique, qui a signé ce hors-série. Éric Bureau, en 2020, le lundi 21 septembre, en pleine épidémie de Covid, vous interviewez Mylène Farmer et ça faisait plus de 20 ans que le Parisien ne l'avait pas interrogée. Ça se passe à la terrasse de l'un de ses restaurants préférés dans le 7e arrondissement de Paris. Elle est comment pendant cette interview ? Elle m'attend au fond du restaurant qui est vide, comme Paris à cette époque-là. Quand j'arrive, elle vient me voir et elle est très détendue, très rieuse, très chaleureuse. On reste ensemble 1h30. Et à ma grande surprise, en fait, elle s'intéresse plus à moi. C'est souvent une façon pour elle aussi de ne pas trop parler d'elle, de s'intéresser à l'autre. Mais en tout cas, voilà, c'est pas du tout une diva, c'est pas du tout une star comme on peut l'imaginer quand on la connaît pas. Évidemment, on est masqués tous les deux. Ce qui lui permettra aussi, je pense, un petit peu de se cacher d'une certaine manière pendant cette interview. Mylène Farmer cultive le mystère. Qu'est-ce que l'on sait de sa vie personnelle aujourd'hui ? On sait peu de choses. D'abord parce qu'elle n'accorde que rarement des interviews et elle ne parle jamais de sa vie privée dans ses interviews. Elle habite à Montretout, c'est un quartier résidentiel très huppé de Saint-Cloud, dans les Hauts-de-Seine. Elle y vit avec ses chiens et ses chats. Selon les journaux People, elle n'a plus de compagnon. En tout cas, elle a quitté Benoît Di Sabatino, avec qui elle était depuis longtemps. C'était un producteur de films d'animation. Elle reçoit chez elle ses vieux amis, Vincent Lindon, l'acteur, la photographe Nathalie Reims, des gens qu'elle croise depuis plus récemment, comme le producteur Woodkid, comme l'acteur Jean Dujardin qui habite juste à côté de chez elle. Et puis elle sort quand même, de temps en temps, en toute discrétion aussi. Mais la dernière fois qu'on a eu l'occasion de la croiser, c'était un concert de Muse, par exemple, à la salle Pleyel. Elle n'est pas non plus totalement dans une grotte, quoi. Alors vous allez nous raconter son parcours. Aujourd'hui avec Emmanuel Marolle, Mylène Farmer est née Mylène Gauthier, son nom de naissance, le 12 septembre 1961, au Québec, à Pierrefonds, dans la banlieue de Montréal, là où elle a passé les 8 premières années de sa vie. Éric Bureau, qu'est-ce que l'on sait de son enfance ? Son père était ingénieur des ponts et chaussées et il a été missionné par une grande entreprise pour participer à la construction d'un barrage au nord du pays. Du coup, sa femme et leurs 2 premiers enfants sont partis avec lui, s'installer là-bas. Et Mylène est née quelques mois plus tard dans un des hôpitaux de Montréal et elle y a vécu ses 8 premières années. La mission de son père s'est arrêtée. Et ils sont rentrés ensuite en France, à Ville-d'Avray. Elle dira plus tard qu'enfant, elle est une fille manquée. Les bonnes sœurs de l'école religieuse dans laquelle elle a étudié les premières années me racontaient qu'elle préférait jouer avec les garçons dans la cour. Elle racontera des années plus tard aussi à Libération que chez elle, elle avait mis un mouchoir dans son pantalon justement pour voir ce que ça donnait et la réaction que ça suscitait chez elle. Sa grande passion, c'est le cheval. Elle veut devenir monitrice. À 17 ans, elle rêve d'intégrer la prestigieuse École nationale d'équitation à Saumur, dans le Maine-et-Loire. Mais un jour, elle est victime d'une chute de cheval, fracture de la clavicule, traumatisme crânien. Elle arrête sa carrière de cavalière. Emmanuel Marolle, quelques mois plus tard, elle abandonne le lycée. Elle veut devenir comédienne. Oui, c'est un virage à 180 degrés. Elle est élève de terminale à ce moment-là. Elle quitte le domicile familial de Chaville pour s'installer dans le 14e arrondissement à Paris. Et elle décide un peu de prendre son envol, d'essayer de faire des cours de théâtre. Et pour financer ses cours, elle s'inscrit dans une agence de modèles. Et donc, elle se retrouve à participer à des pubs télé. Et si vous fouillez un petit peu sur Internet, on retrouve des spots pour Ikea, par exemple, pour le loto. Et tour de poitrine,
Laisse tomber, ça va pas. Le loto, c'est très amusant d'essayer de gagner gros. Pour la lessive Le Chat. Chat alors? Une propreté Chat alors. resplendissante. Ou pour les ciseaux Fiskars. Fiskars. Et puis parallèlement, elle va commencer à suivre des cours de théâtre, notamment ceux du grand comédien Daniel Mesguich, qui se souvient d'une jeune fille très très discrète, pas extrêmement charismatique. Et puis après, elle va entrer au cours Florent, où là, elle va croiser aussi des personnalités comme Isabelle Nanty, le couturier Thierry Mugler aussi, avec qui elle va monter une pièce que tout le monde connaît, qu'est Le Père Noël est une ordure, et elle va jouer l'un des rôles emblématiques de cette pièce, c'est Zézette. Et Anne Romanoff, qui a été élève aussi au cours Florent à l'époque, se souvient de quelqu'un d'un peu original, en fait, qui s'attachait les cheveux avec de la laine à tricoter, qui avait joué une scène de Tchekhov à quatre pattes sur un banc, en trempant un soldat de plomb dans un verre d'eau, des choses comme ça. Donc on sent qu'il y a une personnalité qui est en train de se dessiner à travers cet apprentissage de la comédie. En 1984, quand elle a 23 ans, elle rencontre 2 jeunes producteurs débutants qui pensent à elle pour interpréter en studio une chanson qu'ils viennent de composer. Oui, ces 2 producteurs s'appellent Jérôme Dahan et Laurent Boutonnat, ces 2 amis qui font de la musique, qui sont un peu entre la chanson et le cinéma. Boutonnat a réalisé un film quand il était ado. Jérôme Dahan, lui, veut vraiment composer des chansons et ils ont une chanson qu'ils ont réalisée tous les 2 qui s'appelle Maman à tort, et ils cherchent une interprète. Et il se trouve que ils croisent le chemin de Mylène Farmer, qui elle est apprentie comédienne, et Laurent Boutonnat se souvient de découvrir cette jeune femme avec une certaine forme d'étrangeté, j'emploie les mots qu'il nous a confiés. On cherchait quelqu'un au moment où on avait fait cette chanson avec un ami qui était Maman à tort. C'était une chanson un peu spéciale qui se passait dans un hôpital psychiatrique d'une petite fille. Et le jour où Mylène est arrivée, elle était parfaite, quoi. C'était le personnage. Ça a été elle tout de suite, quoi. Même avant de l'entendre chanter. Et ça colle, en fait. Quand elle commence à essayer de s'approprier cette chanson... Et cette chanson, Maman à tort, en fait, est une référence à la comédienne américaine Frances Farmer qui s'était retrouvée en hôpital psychiatrique à la demande de sa mère. D'où la thématique de la chanson. Et d'où aussi le nom de Mylène Farmer, puisque à cette occasion-là, Mylène Gauthier devient Mylène Farmer. C'est un gros succès, même s'ils ont fait le tour des maisons de disques avant de convaincre d'être signés par un label, RCA, qui est un gros label à l'époque, disent ok, on y va pour au moins un premier 45 tours, qui effectivement se vend à 100 000 exemplaires à l'époque, ce qui en fait un disque d'or. Jérôme Dahan va partir aux États-Unis avec une mannequin américaine. Laurent Boutonnat, lui, poursuit l'aventure avec Mylène Farmer. Au niveau personnel, il va devenir son compagnon, son producteur, auteur, compositeur, metteur en scène. Et en avril 1986, Mylène Farmer sort son premier album, Cendre de lune, qui comporte plusieurs tubes. C'est vraiment un album qui compose à 2. Cet album contient Libertine, qui va être la véritable première grande chanson qui va lancer officiellement la carrière de Mylène Farmer qu'on connaît, de par la chanson qui est très accrocheuse, de par aussi ce que ça raconte. Je suis libertine, je suis une catin, c'est pas des choses qu'on entendait facilement à la radio. Je suis libertine, je suis une catin. Il y a une programmatrice de l'époque sur RTL qui s'appelle Monique Lemarcy, qui a lancé énormément d'artistes français des années 80, comme Jean-Jean Goldman, etc., qui a cru en ce titre, même si, effectivement, c'était pas évident d'entendre sur les ondes d'une grande radio comme RTL un refrain qui disait « Je suis une catin ». Je suis si fragile qu'on me tienne la main. Ce qui frappe aussi à ce moment-là, c'est le clip de cette chanson. Oui, parce que Laurent Boutonnat vient du cinéma, il fait de la musique, mais il a aussi une passion pour le 7e art. Et rapidement, il imagine, avec Mylène Farmer, qui elle-même a fait de la comédie, une mise en scène de la chanson de manière très très ambitieuse. C'est-à-dire qu'il part sur une sorte de court-métrage qui est une forme de super-production hollywoodienne de 12 minutes, dans une ambiance 18e, robe de la cour royale,
perruque, mais de manière décadente. On voit Mylène Farmer qui prend des bains avec des femmes qui se retrouvent nues et qui la rejoignent dans la baignoire. Voilà, il y a vraiment quelque chose de très sexy, sexuel, provoquant, dérangeant, et c'est très très surprenant encore une fois pour l'époque, et c'est aussi très surprenant que les télés suivent. Les chaînes de télévision ont programmé ce clip de 12 minutes. Mylène Farmer. Nouvel album, Ainsi soit-je. Le deuxième album de Mylène Farmer sort en mars 1988. Il est intitulé Ainsi soit-je et elle écrit l'essentiel des paroles. Là aussi, c'est un énorme succès. Ah oui, c'est l'un des cartons de la décennie. Vraiment, c'est un disque qui se vend à 2 millions d'exemplaires. Et puis là, la patte, la touche Farmer, le style Farmer s'impose. C'est-à-dire que là, elle a écrit tous les textes. Il y a cette chanson qui s'appelle Sans contrefaçon. Où elle parle de la façon dont elle peut parfois se sentir un peu un garçon, ce côté garçon manqué qu'elle avait évoqué dans son enfance. Il y a Pourvu qu'elle soit douce. Qui est une chanson en sous-texte qui parle de la sodomie. Il y a aussi Ainsi soit-je qui donne son titre à l'album, il y a Sans logique, autant de chansons qui ont été des tubes et qui ont rythmé les années 1988 et 1989. Éric Bureau, à ce moment-là, Mylène Farmer est très régulièrement à la télé sur l'une des 6 chaînes existantes. À l'époque, elle est vraiment partout et elle est en particulier sur Antenne 2, très souvent dans l'émission de Christophe de Chavannes, qui s'appelle C'est encore mieux l'après-midi. J'ai compté qu'elle y était allée 9 fois entre 1985 et 1986. Et d'ailleurs, il y a une séquence qui circule sur le net qui est aussi très drôle, où elle lui avoue qu'elle est très impressionnée par ses yeux, par son sourire. Elle le drague en direct et lui est tout rouge et tout gêné. Le mardi, il est venu également. Ce que j'aime le plus, c'est vos yeux. Ça peut me dire. Le jeudi également, c'est aujourd'hui, il est là, arrêtez, et tout de suite. Et c'est épouvantable ce que vous faites parce que je perds tous mes moyens. Alors on va voir le film maintenant. Merci beaucoup. Elle est aussi très souvent dans l'émission Platine 45, qui est une référence de la musique à l'époque, qui est animée par Jackie, et où elle l'embrasse aussi à de multiples reprises, un petit peu partout sur le visage, avec son gros lipstick rouge. Il y a aussi une émission qui a fait beaucoup parler à l'époque, c'est Sexy Folie, qui est une émission où on racontait un petit peu sa vie privée et sa vie sexuelle, et où elle parlait des hommes de manière extrêmement intime, et où elle se décrivait un petit peu montre religieuse. Je prendrais volontiers la montre religieuse, si j'en avais le pouvoir, parce que bon, je ne suis pas encore tombée dans la folie totale, mais je crois que je couperais la tête volontiers. À l'époque, vraiment, elle n'a aucun problème à aller en télévision et à se dévoiler. Emmanuel Marolles, en 1991, le mardi 12 novembre, un fan de Mylène Farmer fait irruption dans sa maison de disques à Paris, Polydor. Il veut entrer en contact avec elle à tout prix. Oui, en fait, il s'appelle Laurent, il vient de Nancy, il travaille à la Poste. Il arrive dans les locaux du label Polydor, qui est la maison de disques de Mylène Farmer. Il demande si c'est possible de la rencontrer. La personne qui s'appelle Jean-François, qui est à l'accueil, lui dit gentiment non. Et là, il sort un fusil et il lui tire dessus à bout portant. La personne qui est à l'accueil meurt et il arrive à rentrer dans les locaux et à commencer à monter dans les étages. Donc il y a un moment évidemment de panique absolue dans les bureaux de Polydor et miraculeusement, son arme s'enraye. Et la police le retrouve dans un bureau prostré et l'interpelle assez facilement. Et c'est une affaire qui est absolument terrible, qui a traumatisé tout le monde à l'époque, à commencer par Mylène Farmer qui a été bouleversée par ce qui est arrivé. Emmanuel Marolles, en 1993, Mylène Farmer tourne un film avec son compagnon, Laurent Boutonnat, un film très ambitieux. C'est un très très gros film et c'est vraiment un long métrage dans tous les sens du terme parce que c'est un film qui dure 2h57. C'est un budget énorme de 80 millions de francs à l'époque.
Il y a énormément de figurants, c'est tourné en ex-Tchécoslovaquie. En plus, le film est censé se passer en costume, puisque ça se passe juste après la Première Guerre mondiale. Il y a un côté historique, comme ils ont pu le faire dans les clips, mais là, de manière beaucoup plus impressionnante que d'habitude. Le film, intitulé Giorgino, sort le 5 octobre 1994 et c'est une très grosse déception pour Mylène Farmer et son compagnon. C'est un film qui se fait étriller par la presse et c'est un film qui ne trouve pas son public non plus, puisqu'il fait à peine 69 000 entrées, ce qui est vraiment une catastrophe pour Laurent Boutonnat en tant que producteur, puisqu'il a investi 60% de ce budget colossal, ce qui fait que y a des conséquences financières immédiates, c'est-à-dire qu'il est obligé, pour récupérer quand même de l'argent, de vendre le catalogue de Mylène Farmer, c'est-à-dire tous les anciens albums, à la maison de disques, qui devient propriétaire des bandes et propriétaire des chansons. Après cet échec, Mylène Farmer part vivre quelque temps aux États-Unis, en Californie. En 1996, la chanteuse perd son grand frère qui avait 36 ans. Il est victime d'un accident de voiture. Et à partir de cette période, Éric Bureau, pendant la deuxième moitié des années 90, elle se fait très rare dans les médias. En 1996, il y a une interview très longue, c'est l'interview la plus longue qu'elle ait jamais donnée en télévision, qui fait 1 heure, qui est avec Paul Amar, qui à l'époque est à Paris Première. À la fin, il lui dit, voilà, c'était la première interview aussi longue que vous donniez, et elle dit, et la dernière. L'émission est terminée. C'est fini. Ouais. Ça va? Très ça s'est bien passé? Merci à vous en tout cas. Donc la première fois que vous participez à une émission d'1 heure? Oui, la dernière. Mais c'était un bon moment. À partir de là, à chaque album qu'elle sortira ou chaque documentaire, elle ne donnera qu'1, 2, 3 interviews, grand maximum. Malgré ça, Emmanuel Marolles, Mylène Farmer est soutenue par une communauté de fans très fidèles. Oui, elle fascine même ses fans depuis déjà plusieurs années, de par ce qu'elle dégage, de par la façon dont elle se met en scène dans les concerts. Il y a un côté un peu mystérieux, un peu gothique, notamment sur la tournée Ainsi soit je, où elle évoluait dans une sorte de cimetière. Et puis aussi, il y a ce qu'elle raconte dans les chansons, le côté un peu provoque, un peu sexy, voire sexuel, l'ambiguïté sexuelle aussi qu'il peut y avoir sur une chanson comme Sans contrefaçon. On parle beaucoup aujourd'hui de l'identité fille ou garçon. Sans contrefaçon, bien avant tous ces débats-là aujourd'hui, parlait de ça. Donc ça devient aussi une icône gay. Ce public-là est fasciné par cette chanteuse qui est plus qu'une chanteuse. À chaque sortie d'un album de Mylène Farmer, c'est la même hystérie. Parce que je suis très photo aussi pour Mylène, je crois que j'en ai à peu près 3000. Des concerts, des clips, des choses comme ça, donc toutes les photos et toute la presse. Je pense que quand elle a écrit la chanson, elle a pensé à moi. Voilà. Moi je sais qu'elle m'aime, je l'aime. On est là pour attendre, on a notre campement, les tentes, les sacs de couchage, on est là pour passer quelques nuits ici pour être sûr d'être au plus près de la scène et au plus près de l'artiste. Et on voit d'ailleurs dans les images des concerts pendant toute cette époque-là, dès qu'elle apparaît sur scène en introduction de ces concerts, les premiers rangs sont totalement émerveillés comme si c'était une apparition divine. Dans les années 2000-2010, Mylène Farmer travaille toujours autant, elle sort des albums régulièrement, même s'ils ne se vendent pas comme ceux des années 80. Oui, il faut resituer les choses dans leur contexte. Dans les années 80, Mylène Farmer vendait à peu près à chaque album entre 1,5 million et 2 millions d'exemplaires. Ça a été le cas pour Ainsi soit je. Et puis après, on voit au fur et à mesure qu'il y en a de moins en moins. On passe de 600 000 à 500 000, à 400 000, à 300 000. Au-delà de cette communauté de fans ultra fidèles, quelle que soit la qualité de l'album, et peu importe s'il y a des tubes ou pas, c'est plus compliqué parce que justement, elle n'a plus de véritables tubes qui sont diffusés 10 fois par jour à la radio, comme dans les années 80. Et après, dans ce contexte-là, de vente de disques qui commence à se tasser, les spectacles de Mylène Farmer créent toujours l'événement. Comme à une époque, on se disait il faut absolument voir Johnny sur scène. Au fil du temps, c'est un peu ça, Mylène Farmer. C'est-à-dire qu'on sait que ça va être un show incroyable. Il y a aussi le culte du secret, parce que jusqu'à la première note et la première soirée, on ne sait toujours pas de quelle façon elle va apparaître. Donc tout ça crée de l'excitation qui fait que ces tournées et ces spectacles sont rapidement complets. En juin 2019, Mylène Farmer se lance dans une série de 9 concerts dans l'immense salle de la Défense Arena près de Paris. 28 000 spectateurs à chaque fois. Et vous êtes là, Emmanuel Marolles, au premier concert.
C'est vraiment un événement parce qu'elle investit la plus grande salle d'Europe. Il y a près de 30 000 spectateurs chaque soir. Le show, comme on dit, n'est pas transportable, c'est-à-dire que la seule façon de voir ce spectacle, c'est d'avoir une place pour la Défense Arena. On ne pourra pas le voir en tournée parce que le show est tellement énorme qu'il n'y a aucune autre salle en France qui peut l'accueillir. On est tous là dans la salle à se dire, mais voilà, elle va apparaître où ? Elle va apparaître par le sol, elle va apparaître par le fond de la scène, etc. Et d'un seul coup, toutes les lumières se rassemblent et boum ! Elle apparaît au plafond, dans une sorte de grand cercle métallique qui forme un croissant de lune. Et là, évidemment, les 28 000 spectateurs sont absolument fascinés par ce moment. Et là, c'est parti pour 2 heures de show où elle va alterner des chansons plus récentes. Et puis, évidemment, ces tubes, elle fera notamment Désenchanté sur une passerelle qui est suspendue au-dessus du public. Pendant ces concerts et pendant toute la préparation, les semaines qui ont précédé, Mylène Farmer est suivie par des caméras pour une série documentaire d'Amazon Prime Video. Les 3 épisodes de 45 minutes sont publiés le 25 septembre 2020. Je retrouve avec émotion les techniciens, des musiciens avec qui j'avais déjà travaillé, aussi bien sur scène que pour mes albums, puis d'autres nouveaux. Éric Bureau, c'est à cette occasion que vous interviewez la chanteuse, l'interview dont on parlait au début de cet épisode de Code Source. Qu'est-ce que l'on apprend sur elle à ce moment-là ? C'est la première fois qu'elle autorise des caméras à rentrer quand même dans les coulisses d'un de ses shows. Donc on la voit en répétition, on la voit y compris en train de choisir les costumes avec Jean-Paul Gaultier. On comprend que le boss, c'est elle. Elle est dans toutes les étapes de la création. On comprend aussi qu'elle doute, qu'elle est très entourée, qu'elle a une équipe qui la conseille. Après, évidemment, on ne voit pas du tout sa vie privée. On la voit juste se balader avec ses chiens. C'est aussi une manière de montrer que jusqu'au dernier moment, elle se demande si elle va y arriver. Et d'ailleurs, ce documentaire va avoir vraiment un gros impact sur la communauté de ses fans, qui aujourd'hui encore disent que c'est un des films les plus intéressants réalisés sur elle. Emmanuel Marolle, 1 an plus tard, le 4 juillet 2021, on apprend que Mylène Farmer sera au Festival de Cannes du 6 au 17 juillet cette année-là en raison du Covid. Elle est membre du jury. Un choix qui surprend, mais qui s'explique. C'est à la fois un choix glamour, malin du festival, mais aussi logique. C'est-à-dire qu'on apprend à cette occasion-là qu'elle est très proche de Gilles Jacob, qui a été longtemps le patron du Festival de Cannes, et qu'elle est véritablement cinéphile. Alors, elle a fait de la comédie, elle a fait un peu de cinéma, notamment avec Laurent Boutonnat. Gilles Jacob nous confiait à ce moment-là que, bah oui, elle regarde énormément de choses. Elle est même un peu boulimique de cinéma, et elle peut à la fois voir des films d'auteur, des films un petit peu exigeants, mais aussi des films de genre, des films d'horreur. Elle en a fait un notamment en tant qu'actrice. Quelque part, elle est tout à fait légitime pour passer 2 semaines au Festival de Cannes à voir plein de films et à un moment les juger et choisir une future Palme d'Or qui cette année-là d'ailleurs sera un film assez dérangeant et assez décapant. C'est Titane, le film de Julia Ducournau, qui est pas loin d'un film de genre et d'un film d'horreur parfois. Éric Bureau, en 2022, à 61 ans, Mylène Farmer sort un nouvel album le 25 novembre, disque intitulé L'Emprise. Pour ce projet, elle n'a pas fait travailler son ancien compagnon, Laurent Boutonnat. Elle a collaboré avec des artistes plus jeunes comme le compositeur français Woodkid, par exemple sur la chanson À tout jamais. C'est une chanson donc, qui sort avant l'album, qui sort au mois d'août, et qui va être une espèce de carte de visite de l'album, puisqu'elle raconte justement l'emprise. Elle dit « fuck you, tout, à tout jamais » à quelqu'un qui est justement un pervers narcissique. Alors, est-ce que c'est son histoire à elle ou l'histoire de quelqu'un d'autre? Ça, on ne sait pas. Mais en tout cas, elle dénonce justement l'emprise que l'autre a sur elle. Et Woodkid a été vraiment le fil rouge de cet album. Il a signé 7 titres sur 12. Et donc, Woodkid met sa patte vraiment sur sa musique et sur l'ambiance de cet album qui fait penser parfois un petit peu à Björk, qui marie la pop qu'elle a toujours fait avec l'électro un petit peu lyrique de Woodkid. Pour moi, c'est l'un de ses albums les plus réussis de ces dernières années.
Mais malgré tout, il s'est vendu à 180 000 exemplaires à peu près. Ça a été la 11e vente de 2022. On est loin des sommets qu'elle atteignait au tout début. Mylène Farmer va défendre cet album, L'Emprise, pendant une tournée de 13 concerts en France, en Belgique et en Suisse, du 3 juin au 29 juillet, par exemple à Lille, Nantes, Genève, Bruxelles, Paris ou encore Bordeaux. Emmanuel Marolles, cette tournée est intitulée « Nevermore », plus jamais. J'ai presque envie de dire tout est dans le titre. Plus jamais, alors plus jamais quoi ? Plus jamais de tournée de stade, plus jamais de concert tout court. C'est pas la première fois que Mylène Farmer intrigue, interroge, mais forcément quand on intitule une tournée de cette façon-là, Nevermore, donc plus jamais, on se dit c'est le moment ou jamais de la voir et on s'attend évidemment à un show énorme. Ça va être 13 concerts dans des stades, notamment le Stade de France à Saint-Denis. On attendra la première date tout début juin. Elle a commencé à le répéter à la scène musicale et elle va ensuite partir dans un stade en Belgique, justement, se cacher pour faire les derniers réglages. À l'occasion de cette tournée, Le Parisien a sorti chez les marchands de journaux un hors-série consacré à Mylène Farmer. Le titre « Qui es-tu, Mylène ?» enquête sur une icône si discrète. Emmanuel Marolles, on ne sait pas vraiment qui elle est ? On aurait pu titrer le mystère Mylène Farmer, mais en gros c'est un petit peu galvaudé, on parle tout le temps de mystère avec elle. On a plutôt voulu poser cette question-là, c'est qui elle est vraiment. On est allé vraiment sur ses traces. Eric est allé notamment au Québec pour voir où elle avait grandi. On a décrypté ses textes, la façon dont elle écrivait, ce qu'elle racontait. On a une interview absolument extraordinaire que Eric a faite de Laurent Boutonnat, qui est quelqu'un qui parlera jamais, qui n'a pas parlé depuis 20 ans et qui raconte toute sa collaboration et son histoire avec Mylène. Quand on creuse un peu, on sait des choses. On peut comprendre un petit peu comment elle fonctionne et à défaut d'être mystérieux, je pense que c'est quelqu'un qui est discrète, voire secrète, mais qui est peut-être pas si étrange que ça. Éric Bureau, d'un mot, Mylène Farmer, elle est plus simple que ce qu'on pourrait croire ? Elle est beaucoup plus normale. Il y a plein de gens qui nous disent ça, en fait, ses proches. Mario Luracci, qui s'occupe de tous les chevaux dans ses clips, m'a dit que effectivement, quand elle arrivait, elle n'a jamais de garde du corps, par exemple, ce qui est assez rare à ce niveau. Elle fait des pâtes quand ils mangent ensemble. Elle conduit très mal, apparemment, mais elle conduit les voitures qu'elle a quand elle est en vacances. Mais par contre, elle se protège, effectivement, parce que la violence, les fans ultras qui se tatouent tous ces albums ou tous ces portraits sur le corps, effectivement, ça peut faire peur. Mais il ne faut pas oublier qu'en fait, elle s'appelle Mylène Gauthier. Et je pense qu'il y a Mylène Gauthier dans la vie privée et il y a Mylène Farmer sur scène. Et c'est pas exactement la même femme. Merci Éric Bureau, Emmanuel Marolles. Cet épisode de Code Source a été produit par Thibault Lambert et réalisé par Pierre Chaffanjon. Le hors-série du Parisien dont on vient de parler, Qui es-tu Mylène, est donc disponible chez tous les marchands de journaux. Code Source publie son 1000e épisode le 22 mai. Ça fait 4 ans tout juste que le podcast quotidien du Parisien a été lancé. Merci de votre fidélité. Pour marquer cet anniversaire, nous recevons un invité, l'animateur de TF1 Camille Combal, qui va nous raconter son parcours à ce micro. Et puis nous vous proposerons aussi un épisode bonus sur les coulisses de la fabrication de Code Source.